Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT. Encourager les enfants à mieux manger, à éveiller leur papilles. Quel est l'objectif de la semaine du goût lancée à Monaco aujourd'hui? En quoi cela est important et comment explorer notre sensibilité gustative? Nathalie Rigal, spécialiste en matière de psychologie du goût, nous éclairera à ce sujet dans quelques instants. Coup d'envoi également de la Monaco Auction Week en Principauté. Pendant 3 jours, la maison de vente Arcurial prend ses quartiers d'hiver sur la Riviera pour ses ventes de prestige. Puis nous évoquerons le Blue Monday, cette journée considérée comme étant la plus déprimante de l'année. Nous décrypterons ce concept avec le professeur Michel Lejoyeux. Il nous donnera également des conseils pour sortir de ce blues hivernal. Et puis vous découvrirez ce soir le dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le pianiste mondialement connu Louis Lorty. Je vous le disais en titre, la semaine du goût est de retour en Principauté. La 26e édition a été lancée ce lundi matin avec un petit déjeuner à l'hôtel Hermitage qui a réuni de nombreux élèves de la Principauté. Objectif, éveiller les papilles et développer le sens du goût. Le reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Des élèves de CE1 et CE2 des différents établissements scolaires de la Principauté se sont retrouvés ce lundi matin aux alentours de 8 h pour participer à un petit déjeuner de découverte. Parmi eux, le prince, son épouse et ses 2 enfants. Ce sont en tout plus de 160 personnes qui se sont retrouvées à l'hôtel Hermitage pour l'ouverture de la semaine du goût. Outre les traditionnels pains au chocolat et jus d'orange, 2 produits étaient sur les tables, le topinambour et le fromage de chèvre. Les cuisines de l'hôtel Hermitage ont très bien travaillé parce qu'ils ont présenté une tartelette chocolat topinambour. Et le topinambour était vraiment très léger et ça s'accordait super bien. Et ils ont fait des macarons avec chèvre et romarin, mais le romarin était omniprésent sans être trop insistant. Et ça, les enfants ont fortement apprécié. Est-ce que tu sais pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour goûter plein de choses. Et qu'est-ce que tu as goûté? J'ai goûté 2 pains au chocolat, une salade de fruits et j'ai goûté un macaron au fromage de chèvre et au topinambour. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ce macaron? J'aimais bien, un petit peu. J'ai goûté 2 macarons au fromage de chèvre, c'était vraiment bon. Il y a un petit goût sucré mais avec du sel un petit peu on dirait. Et ça t'a plu? Oui. La semaine du goût en est à sa 26e édition en Principauté à l'initiative de Joël Garraud et Jean-Marie Rizza. Le but, c'est que les enfants, et on le perçoit vraiment bien, sont attentifs à ce que vous leur présentez. Il y a une dynamique qui s'est instaurée et cette dynamique-là c'est motivant. C'est motivant et le clou de la journée ce matin, c'est d'avoir toute la famille princière réunie autour de nous. Parmi les manifestations prévues, un atelier sera organisé jeudi au lycée technique et hôtelier Régnier 3. Et au cours de l'année, un concours de muffins sucrés ou salés sera organisé par l'association Monaco Goût et Saveurs. En attendant, les 17 chefs qui participaient à ce petit déjeuner ont vers 9 h 30 pris chacun la direction d'un établissement scolaire pour aller à la rencontre des élèves de CE2. Et nous le disions tout à l'heure, cet événement a pour but de rendre hommage à la gastronomie en faisant découvrir de nouvelles saveurs aux enfants, l'opportunité d'éduquer leur palais en goûtant à des produits qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de consommer à la maison, un éveil à notre sens du goût que nous allons évoquer avec notre invitée Nathalie Rigal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en matière de psychologie du goût. À partir de quel âge, tout d'abord, l'enfant développe le sens du goût ? C'est dès in utero, dès qu'il est un fœtus, dès qu'il est dans le ventre de sa maman, il est capable, au cours du second semestre de sa vie dans le ventre de sa maman, de percevoir des odeurs et des saveurs à travers le liquide amniotique. Donc, il se parfume en fonction de ce que consomme la maman. Et c'est dès le plus jeune âge qu'il faut donner donc de bonnes habitudes alimentaires ? Alors, il a été montré que, effectivement, le fait de très précocement, donc notamment pendant les 2 premières années de vie, donner une alimentation diversifiée à son enfant, lui faisant goûter différents aliments de façon répétée, mais en changeant vraiment d'aliments, aide l'enfant à être moins sélectif quand il sera plus grand, ce qui est une tendance naturelle. Est-ce que les odeurs également jouent? On parle souvent des odeurs qui ont marqué notre enfance.
Les odeurs, c'est un petit peu compliqué parce que elles sont souvent mal comprises, les odeurs. On pense souvent que les odeurs, c'est seulement quand on renifle un aliment, quand on le sent. Alors que quand on mange, en fait, la bouche est reliée au nez, si bien que les odeurs des aliments sont une information très très importante durant l'acte alimentaire. Et effectivement, ce n'est pas comme pour les saveurs sucrées, salées, acides, amères où il y a des inscriptions génétiques. Tous les bébés du monde aiment le sucre et rejettent l'amertume. Pour les odeurs, c'est uniquement le fruit d'apprentissage. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise odeur universelle. On a l'impression aussi, Nathalie Rigal, que plus les enfants grandissent, plus ils deviennent sélectifs. Comment expliquer cela? Alors, la sélectivité, on l'appelle aussi dans notre jargon la néophobie alimentaire, c'est-à-dire le fait de refuser de goûter des aliments que l'enfant ne reconnaît pas, donc il pense être nouveau pour lui. La néophobie alimentaire est une période normale du développement qui concerne la très très grande majorité des enfants, qui survient en moyenne vers 18-24 mois. Donc, les enfants qui mangeaient de tout quand ils étaient petits, donc entre 0 et 2 ans, il y a comme une phase d'ouverture où il faut en profiter pour faire beaucoup d'expériences sensorielles. À partir de 2 ans, en moyenne, les enfants se referment, ne veulent plus goûter des choses nouvelles. Et c'est un phénomène qu'on ne sait pas trop expliquer, malgré des recherches scientifiques assez nombreuses. Il semblerait que c'est peut-être lié à l'acquisition de la marche, où l'enfant, de ce fait, peut se déplacer dans son environnement de façon un peu libre et se met en risque de goûter des choses qui seraient potentiellement toxiques. Donc, cette néophobie alimentaire serait là pour le protéger d'un empoisonnement potentiel. Et très souvent, les parents baissent les bras face à cette phase de néophobie alimentaire lors de laquelle l'enfant ne veut plus goûter de choses nouvelles, alors qu'en fait, il suffit de proposer l'aliment de façon répétée dans un contexte à peu près chaleureux pour que la néophobie diminue et que l'enfant accepte d'intégrer dans son répertoire des aliments qu'il ne voulait plus goûter. En conclusion, Nathalie Rigal, c'est vraiment prendre le plaisir de manger, le plaisir aussi de partager un moment à table. Oui, tout à fait. La notion de plaisir, elle est très importante dans l'éducation alimentaire. Il ne faut pas parler de santé avec les enfants, ça ne les concerne pas, ça ne leur parle pas, ils ne comprennent pas, voire ça les rebute. Il faut travailler sur le plaisir alimentaire, donc à travers la convivialité, la découverte alimentaire, l'éducation sensorielle, et effectivement, dans notre culture, le partage de bons moments à table dans un contexte pas trop stressant, pas trop bruyant. Eh bien, merci beaucoup d'avoir De été notre rien, invité ce soir de sur rien. Monaco Info. Merci, au revoir. Cette information à présent, dans le cadre de sa lutte contre le harcèlement en milieu scolaire et pour faciliter et simplifier la libération de la parole, le gouvernement princier a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un numéro de téléphone pour permettre de signaler une situation de harcèlement. Le 98 98 96 96 est une ligne ouverte à tous, aux victimes de harcèlement et de toute forme de violence en milieu scolaire, aux témoins aussi de ces situations, ainsi qu'aux parents et au personnel des établissements scolaires. Le numéro est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans un tout autre domaine, la Monaco Auction Week a débuté ce lundi en Principauté. Pendant 3 jours, la maison de vente Arcurial a pris ses quartiers à l'hôtel Hermitage pour des expositions publiques et des ventes aux enchères comportant parfois certains lots exceptionnels. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images d'Alexa Vial. En 2015, la maison de vente aux enchères Arcurial s'installe en Principauté. Chaque année, 2 grands rendez-vous sont organisés à l'hôtel Hermitage. En juillet et en janvier, la Monaco Auction Week. Les départements de luxe d'Arcurial vont présenter jusqu'au 17 janvier 607 lots lors des différentes ventes aux enchères. On débute déjà ce soir avec la vente d'horlogerie, puis demain à 14 h la vente de montres des dames. Nous prévoyons aussi des ventes de joaillerie dont on a 370 lots prévus, divisés sur 2 ventes, donc dont une qui débutera demain à 17 h et l'autre mercredi à 14 h. Troisième spécialité qui sera présente pour cette édition de la Monaco Auction Week pour Arcurial, ça sera 62 lots de sacs de luxe et signés Hermès. Plusieurs lots d'exception seront mis à la vente, avec notamment ce collier ancien de la maison Buccellati, entièrement serti de diamants et de rubis birmans des années 1920, prix estimé 100 à 150 000 €,
Côté joaillerie, 370 lots seront mis aux enchères. On a 2 jolies collections dans cette vente, beaucoup de bijoux magnifiques, signés un peu de partout, de la place Vendôme, de Suisse, des États-Unis, énormément de bijoux signés, des bijoux anciens, art déco, des bijoux d'artistes, beaucoup de diamants et la fin de la collection de la vente, beaucoup de bijoux Harry Winston. Le département horlogerie proposera 2 ventes avec un total de 175 lots. Une vacation pour les dames, le temps est féminin, une exclusivité de la maison. Une autre dédiée à l'horlogerie de collection, principalement des montres d'hommes. Cette année, on a 2 montres qui ont une provenance, on va dire, historique. D'un côté, on a une montre signée Rolex qui a été offerte par le roi d'Arabie Saoudite au Premier ministre libanais en 1958, Rachid Karameh, qui est en platine, avec la particularité d'avoir des chiffres arabes perses. On a également une autre montre, elle toujours de la maison Rolex, qui est très intéressante puisque c'est une montre qui a été offerte pour la Coupe du Fair Play en 1968 aux Jeux Olympiques de Grenoble. L'hôtel Hermitage accueille des expositions publiques. Il est donc possible de venir voir tous ces lots mardi et mercredi à partir de 11 h. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, la Turquie a largement dominé la 14e édition de la Monaco Optimist Team Race. Les vainqueurs se sont illustrés de manière indiscutable en adoptant une stratégie et une tactique irréprochables pour naviguer vers le succès. Le podium est complété par l'Espagne et la Croatie. Rappelons que la 14e édition de la Monaco Optimist Team Race rassemblait 72 compétiteurs issus de 17 pays. Du côté de Saint-Moritz, le bob à 2 monégasque a signé un top 10 en Coupe du Monde sur la mythique piste naturelle suisse. 12e à l'issue de la première manche, Boris Vian et Antoine Riou se sont hissés à la 10e place au classement général à l'issue du second run. À 1 seconde 75 des premiers, les Allemands Lochner, Fleischhauer. Il s'agissait là de la première course de l'année 2024 pour le bob monégasque. En tennis, Valentin Vachereau fait coup double en Thaïlande. Une semaine après avoir remporté l'ATP Challenger de Nonthaburi, le joueur de la Fédération monégasque de tennis a récidivé ce week-end en dominant le Français Manuel Guinard 7-5, 7-6. Grâce à ses 2 succès en Thaïlande, Valentin Vachereau fait un bond au classement ATP. En gagnant 47 places, il est actuellement 172e joueur mondial. Enfin, la Fondation Flojac organise ce mardi une soirée à la brasserie de Monaco. Des animations et une tombola seront organisées pour soutenir les actions de la Fondation qui soutient des athlètes dans la pratique de leur sport. On peut citer notamment le joueur de tennis monégasque Lucas Catarina ou le vice-champion du monde du relais 4x400 avec l'équipe de France Théo Andan. 2 sportifs qui sont venus s'exprimer au micro de Geneviève Berthy pour Monaco Info, le podcast. Retrouvez d'ores et déjà l'interview de Théo Andan, mais aussi d'autres acteurs de ceux qui font Monaco sur toutes les bonnes plateformes d'écoute en ligne. Le saviez-vous, ce lundi 15 janvier serait le jour le plus déprimant de l'année. Cette journée a même un nom, le Blue Monday. Le concept qui n'a pas été prouvé scientifiquement a émergé en 2005 avant de tenter de mieux le comprendre et de collecter quelques conseils pour lutter contre ce blues hivernal auprès de notre invité, le professeur Michel Lejoyeux. Justin Hadel est allé à votre rencontre pour savoir si ce Blue Monday vous impactait. Non, pas du tout, au contraire, c'est une nouvelle année, l'occasion de se lancer dans de nouveaux projets et de commencer l'année correctement. J'ai passé quelques temps à Monaco, c'est très beau, et puis je suis contente de rentrer, donc j'aurai pas le blues, je pense pas. Non, tout va bien, on sait que les vacances arrivent pour nous, donc janvier, février, on est en vacances. Donc on est plus content qu'autre chose. Pas spécialement, après peut-être un peu moins que l'été, mais bon, après il faut savoir aussi rester positif et avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et apparemment, ce Blue Monday n'impacte pas la principauté et les personnes que nous avons interrogées. Il faut dire aussi que les conditions de vie sur la Côte d'Azur nous permettent de faire le plein de vitamines nécessaires pour passer l'hiver. Justement, comment ne pas être submergé par cette morosité? Que traduit ce Blue Monday? Pour le savoir, le professeur Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris, est avec nous en duplex. Bonsoir. Bonsoir. Comment expliquer ce Blue Monday? Quelle est son origine d'ailleurs? Le Blue Monday, c'est plus une histoire un peu de communicant
probablement quelqu'un qui s'ennuyait dans son bureau et qui s'est dit comment est-ce que je vais parler de dépression et qui a calculé le lundi, plus très loin des fêtes, avec peu de soleil. Bon, pas comme à Monaco, visiblement, mais si vous imaginez dans quel état sont les Parisiens, on n'a plus de sous parce qu'on a beaucoup dépensé pour les étrennes, la paye de janvier n'est pas arrivée, avec un calcul qui tient un peu de Raymond Queneau, vous voyez, on additionne des ratons laveurs et je ne sais quoi, on arrive à cette date, mais mauvais calcul, vraie raison, il y a un vrai sujet de dépression. Donc, un mauvais concept comme le Blue Monday peut nous permettre de parler, et c'est un plaisir avec vous, d'une maladie insuffisamment connue et traitée, qui est la dépression. Oui, on va y revenir dans quelques instants, mais en quelque sorte, là, on s'accroche à une météo plus froide, à des jours plus courts, pour expliquer un moral en berne. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce qui s'appelle les émotions tristes. Quand il fait pas beau, quand le temps est gris, vous avez une émotion négative, c'est-à-dire vous avez un ressenti négatif. Le problème du moral, c'est que ça veut dire deux choses. On peut aussi avoir, certaines personnes font des dépressions saisonnières, c'est-à-dire des maladies dépressives. Tout notre travail, à nous psychiatres, c'est de faire la différence entre la tristesse, qui est une réaction totalement normale, hein, quand il nous arrive quelque chose de grave dans la vie, à l'occasion d'un deuil, à l'occasion d'une rupture. C'est très pathologique de ne pas ressentir de la tristesse. Ressentir de la tristesse est un indice de normalité d'un côté. Et puis, il y a les maladies dépressives. Et vous voyez, c'est toujours dans ce flou-là qu'on est. On est peut-être un peu triste pour le Blue Monday, mais moi qui suis médecin, je vous dis, à cette occasion-là, repérons ceux qui sont malades de la dépression. Oui, voilà, parce que ce Blue Monday, comme vous le mentionnez, il a le mérite de mettre en avant la réalité de la dépression. La dépression, vous savez, le suicide, c'est la première cause de mortalité avant 40 ans. La dépression, c'est une maladie qui va toucher une personne sur 10. On a, en France, jusqu'à Monaco, un double record du monde. Un, le record du plus grand nombre de boîtes d'antidépresseurs vendues par habitant. Et deux, le record du plus petit nombre de déprimés traités. Ça veut dire qu'on a tendance à se jeter sur des cachets quand il fait gris, et on ne repère pas assez, et c'est ce que je suis très heureux de faire avec vous, les signes de la dépression, qui eux sont un point d'appel médical. Quels sont les signes de la dépression, professeur? Le premier, c'est la perte d'envie. Vous voyez, il y a une différence entre être fatigué, avoir envie d'aller à Monaco, et puis ne pas avoir envie de vacances, ne plus avoir envie de s'amuser, ne plus avoir de libido. Le deuxième signe, c'est la perte d'énergie indépendant de l'activité. Globalement, est-ce que vous êtes déprimé le lundi ou le vendredi? Si vous êtes effondré le lundi, après un week-end passé tranquillement à vous reposer, là, on a un deuxième signe. Le troisième signe, c'est la perte d'estime de soi. C'est-à-dire, on se fait des reproches, on se dit tout est de ma faute. Et puis, à quoi se rajoutent des troubles du sommeil, une difficulté à s'endormir, et des troubles de l'appétit, soit on maigrit, soit on grossit. Quand il y a ces 4 signes, on doit se poser la question d'une dépression, et c'est très sérieux la dépression, et puis plus elle est grave, mieux elle se traite. Et plus légèrement, professeur, comment on peut lutter contre ce blues hivernal, cette dépression saisonnière? Alors vous savez, j'ai fait un livre récemment qui s'appelle « En bonne santé avec Montaigne ». Il vient de paraître au livre de poche, et donc Montaigne donne des conseils formidables. Déjà, il fait la différence entre la tristesse et le chagrin, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la tristesse, l'émotion, et le chagrin, qui est la maladie dépressive. Et puis Montaigne dit quelque chose de joli, que j'ai toujours eu envie de dire en consultation et que je ne dis pas. Il dit, il faut arrêter d'aimer et de cultiver sa tristesse. Il y avait un autre philosophe proche de Montaigne, c'était Alain, qui disait, le pessimisme est de nature, tout nous pousse au pessimisme, l'optimisme est de combat. Donc pour un Blue Monday, l'optimisme est de combat. Il paraît aussi qu'écouter de la musique est aussi bon pour le moral, de se concocter des bons petits plats ou encore de profiter pour dormir plus, eh bien serait bon pour passer ce Blue Monday. Là encore, mon cher Montaigne, se réveiller avec de la musique, avec un orchestre, donc on peut se fixer sur la musique. Et Montaigne donne un autre conseil que j'ai envie de partager avec vous. Montaigne dit, on a toujours trop d'amis. Vous
savez, dans une époque où il faut être populaire, où il faut avoir plein de followers, de contacts sur les réseaux sociaux, Montaigne dit, et lui, il avait un ami qui était Étienne de la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, il dit, on a besoin de quelques relations fortes, amicales, amoureuses. Lui dit même, il en faut qu'une, mais moi, dans mon livre, je dis je vous en autorise 2 ou 3. Mais au fond, voyons si à la fin de la journée, on a passé du temps avec celles et ceux qui comptent vraiment pour nous, ou si on a essayé de se développer une popularité artificielle. Oui, finalement, on retrouve plein de petites astuces dans votre livre qui s'intitule « En bonne santé avec Montaigne ». Merci infiniment, Michel Lejoyeux, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci. Musique à présent avec le dernier concert donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un moment symphonique mettant en lumière les partitions de Beethoven et de Korngold sous la direction de Bertrand de Billy. En soliste sur scène, le pianiste québécois Louis Lortie, qui rassemble d'ailleurs 300 000 auditeurs chaque mois sur les plateformes d'écoute en ligne. Le reportage de José Sacré et Julien Laugier. Il faut dire que le début de ce concerto fait taire tout le monde. Cette première, une des premières fois dans l'histoire de la musique, le soliste commence seul avec cette phrase si mystérieuse et l'orchestre qui répond dans une autre tonalité. C'est un début de concerto absolument. Il y aurait que les 2 premières lignes, on se dirait mais où est-on quoi? Louis Lortie, un pianiste d'exception, interprète le 4e concerto pour piano et orchestre de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Bertrand de Billy. Créée par Beethoven lui-même au piano, l'œuvre fut jugée ce qu'il y avait de plus étrange, de plus original et de plus difficile. Vous-même, Louis Lortie, cherchez-vous dans cette œuvre la vérité ou la beauté? La vérité conduisant forcément à la beauté. Bon, beauté du son dans Beethoven, c'est une esthétique au niveau du son quand même très particulière parce qu'on sait qu'il cherchait des effets qu'il ne pouvait même plus entendre. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est probablement ce qui a poussé justement Beethoven à utiliser des sonorités, des couleurs, parce qu'il les imaginait plus qu'il pouvait les connaître en vérité. Donc ça, c'est aussi une chose très particulière. Deuxième œuvre au programme de ce concert, pour la première fois à Monaco, la symphonie en fa dièse majeur opus 40 de Korngold, dirigée par Bertrand de Billy, l'un des rares chefs d'orchestre à avoir débuté sa carrière comme musicien d'orchestre. Ça change tout. C'est ce que je dis toujours à des étudiants. Nous sommes les seuls, les chefs d'orchestre, qui ne produisons pas de son. On est les seuls, je fais ça, il ne se passe rien. Par contre, nous avons tous un son particulier. Et ça, c'est une chose qui a à voir avec la personnalité, le corps, la relation aux gens, la manière d'être. Et c'est cette petite chose qui ne s'apprend pas finalement, mais qui se sent. Et au fil des années passées en orchestre, et ça me manque d'ailleurs, j'ai ressenti ça avec certains chefs, où tout d'un coup on se sent emporté, puis d'autres on se sent un petit peu sur le côté. Voilà, et c'est cette espèce de musique de chambre avec eux, avec les musiciens d'orchestre que j'aimerais faire. Et ne ratez pas mercredi le concert jeune public inédit autour du thème du cirque. Nous y reviendrons bien évidemment sur notre antenne. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Vous le savez, nous mettons régulièrement à l'honneur les artisans, les commerçants, les restaurateurs qui contribuent au rayonnement de la principauté. Ce soir, Christine Datomel, c'est une invitation à l'évasion que vous nous proposez. Oui, aujourd'hui nous nous retrouvons dans les ruelles du Rocher pour partir à la découverte d'une petite boutique qui nous fait voyager, Sakura, où la culture japonaise, c'est tout de suite. Bon, les restaurants japonais, ça existe, mais notre but, donc le magasin, justement un peu le découvrir la culture japonaise, pas seulement l'alimentation. On a beaucoup d'artisans qui fabriquent bons produits aussi. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de la culture japonaise, mais c'est complètement différent de la culture de chez vous. C'est vrai que les kimonos, tout ça, c'est pas la même façon de fabrication de vêtements ici. Chez nous, il y a des produits qui viennent du Japon. Alors, c'est pas seulement l'alimentation. Il y a des produits artisanaux qui viennent un peu partout du Japon. Il y a
des vaisselles, produits vaisselle qui viennent du Japon. Après, il y aura des sandales traditionnelles. Et puis, bon, c'est un peu modernisé quand même, mais inspiré en japonais. Et également, il y a des produits qui viennent de Ishikawa, Kanazawa. Bon, en ce moment, il y avait des tremblements de terre. Et, en fait, Kanazawa, il fabrique beaucoup de feuilles d'or. Avec feuilles d'or, il fabrique des produits artisanaux japonais. Ouverte il y a 2 ans, Sakura, vous l'aurez compris, fait les beaux jours des amoureux de la culture japonaise. La boutique travaille également en collaboration avec de nombreux restaurants japonais à Monaco. Oui, et la boutique Sakura participera prochainement à l'événement Made in Japan à l'hôtel Fairmont les 3 et 4 février, l'occasion de découvrir la culture, mais aussi les spécialités de ce pays qui accueillera en 2025 l'exposition universelle. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Vanessa, quelle est la tendance pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le soleil sera toujours au rendez-vous, même si quelques nuages insignifiants pourraient apparaître durant la journée. Les températures resteront de saison, elles iront de 7 à 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7h58 et se couchera à 17h20 et nous fêterons les Marcel. Merci Vanessa et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les meilleures joueuses d'échecs du continent présentes en principauté à l'occasion du championnat d'Europe féminin et la double victoire d'Alexandra Kosteniuk ce week-end. Photo signée ce soir Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.